Alors, renouer avec la terre, c'est un peu le titre de la conférence, et j'en rajoute, parce que ça a été quand même ma grande préoccupation professionnelle, pour une alimentation saine et une agriculture durable. En fait, pour être très honnête, on va beaucoup parler de la terre, on va parler de la terre à l'assiette, en fait, mais les enjeux, on va commencer par les enjeux, si vous êtes d'accord. Aujourd'hui, au l'échelle planétaire, quand j'étais étudiant au lycée, un professeur de géographie m'avait demandé de ramener à tous les élèves des bouteilles de lait concentrées Nestlé. Il y avait une famine en Inde, et l'idée c'était que on allait chacun ramener sa petite boîte de lait concentré Nestlé pour aider les Indiens à sortir de la famine. Donc, je veux dire que c'était ridicule, parce que l'aide alimentaire ne parvenait pas en Inde. Les ports, les infrastructures portuaires à l'époque étaient insuffisantes pour absorber cette aide alimentaire. C'était la famine, hein, donc c'est pas seulement que les gens souffraient de la faim, comme aujourd'hui, il y a 840 millions de gens aujourd'hui ont faim, une faim chronique, c'est-à-dire que tous les jours, 2200, 2400 kilocalories, mais à l'époque c'était vraiment la famine. Et c'était surtout une invitation à la charité, mais n'empêche, ce petit cours de géographie a fait que je suis devenu agronome, je voulais mettre fin à la faim. Voilà, c'était juste pour que vous sachiez que je ne suis pas d'une modestie remarquable. J'ai eu comme professeur René Dumont, alors pour ceux qui ont des cheveux blancs, vous savez de qui il s'agit. J'ai connu un René Dumont productiviste, tiers-mondiste, comme on disait, les pays du Sud, on qualifiait de tiers-monde. Tiers-mondiste, il fallait produire tout de suite beaucoup plus, parce que commençait l'accroissement démographique exponentiel, et j'ai été très préoccupé, bon, aussi par ça. Il fut mon professeur, il a ma thèse de doctorat, et quand je suis devenu agronome, j'ai eu la possibilité de travailler 10 ans en expatriation, une première expérience à Madagascar, donc je parlais peut-être, et puis après le Venezuela, le Laos et autres. Mais voilà, je pense que oui, aujourd'hui encore, c'est une vraie préoccupation mondiale, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière. Si vous en êtes d'accord. Alors, pas de faim, pas de malnutrition, une alimentation équilibrée, hein. Alors, il faut des calories, il faut des protéines, il faut des vitamines, il faut des minéraux, il faut des fibres, des antioxydants. Je vous suggère, on va tout faire pour que l'humanité tout entière puisse avoir une alimentation équilibrée. Alors sans excès, vous le savez aussi, c'est sans sel, sans excès de sel, sans excès de sucre, sans excès d'acide gras saturé, ça on en reparlera, l'acide gras saturé. On m'a dit aussi l'alcool avec modération. Enfin voilà, une alimentation équilibrée pour une population croissante, grande qualité nutritionnelle, sanitaire et gustative. Alors gustative, les Français sont partis des gourmets, donc je pense qu'il n'y aura pas de désaccord là-dessus. C'est vrai qu'on digère mieux un repas quand il a été convivial. Qualité nutritionnelle, c'est un peu l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure, les calories, les protéines, les minéraux, les vitamines, les fibres, les antioxydants. Et sanitaire, sanitaire, on me dit sans arrêt, il n'y a pas de problème, les salmonelloses, les listérioses, les Escherichia coli, toutes ces bactéries pathogènes en question, il y en a beaucoup moins que juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand moi j'étais gamin. Donc, alors c'est vrai que l'espérance de vie en France s'est accrue à cause de ces moindres prévalences de ces bactéries pathogènes. Par contre, et je suis désolé de vous le dire, les plus jeunes d'entre vous, d'abord, déjà, aujourd'hui, statistiquement avéré, on vous annonce des antibiorésistances, c'est-à-dire quand le médecin vous prescrit un antibiotique à titre curatif et urgence, le médecin découvre, il y a des médecins parmi nous, que ça n'a plus d'effet. Et pourquoi? Parce que notre microbiome a développé l'antibiorésistance, c'est déjà des bactéries résistantes à l'antibiotique en question qui prolifèrent, y compris parce que pas concurrencées par d'autres bactéries, parce qu'on ingurgite un peu tous les jours des antibiotiques. C'est surtout dans notre viande, la viande de poulet, la viande de cochon. Et pourquoi on trouve des antibiotiques un peu tous les jours, alors, sauf ceux qui vont du bio, hein, mais un peu tous les jours dans notre alimentation, c'est les conditions d'élevage. L'élevage dans l'espace confiné, à titre préventif, nos animaux sont shootés aux antibiotiques parce qu'on a peur qu'une épidémie démarre là, à cet endroit du poulailler, dans la journée. C'est tout le poulailler qui est atteint, c'est plusieurs poulaillers qui vont être atteints. Donc pour éviter ça, à titre préventif, beaucoup de nos animaux sont shootés avec des antibiotiques. Et puis, on va rassurez-vous, on arrivera, on retournera sur Terre, hein, on va renouer avec la Terre, mais on vous prédit aussi, les plus jeunes d'entre vous, et là je pense que c'est une violence. Mais en même temps, je pense que je me dois de vous le dire, vous êtes au courant, les perturbateurs endocriniens, il n'y en a pas que dans la nourriture, il y a beaucoup de résidus en cible
de notre agriculture sont des perturbateurs endocriniens, des molécules qui perturbent le fonctionnement de nos glandes endocrines, dont la thyroïde, et le seul fait d'être exposé depuis in utero, donc l'exposition de la femme enceinte, jusqu'à la fin de la croissance, parce que c'est à ces âges-là que les dégâts sont les plus considérables, et c'est une exposition régulière, c'est la régularité d'exposition, plus encore que la dose qui importe, là, à ceux d'entre nous qui avons été, à ceux d'entre vous, qui avaient été exposés de façon à peu près continue, et notamment par les résidus ancides dans l'alimentation, c'est peut-être l'exposition la plus régulière aux perturbateurs endocriniens, on vous prédit, les jeunes, une espérance de vie en bonne santé, hein, d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, moi qui, quand j'étais fœtus, n'étais pas exposé à ça. Et ça, c'est les perturbateurs endocriniens, dont un grand nombre de résidus acides qu'on peut trouver dans notre nourriture et dans l'eau du robinet. Et je me dois de vous dire, par exemple, c'est très d'actualité, que le glyphosate, plus exactement un métabolite du glyphosate utilisé pour désherber les plantes, on dit un désherbant à large spectre, ce désherbant, le métabolite de sa biodégradation, l'AMPA, AMPA, vous pouvez vérifier ce que je vous raconte, hein, AMPA, eh bien, c'est un perturbateur endocrinien, et précisément, c'est un de ceux dont on peut craindre le plus les effets s'il y a une exposition très régulière, par exemple en eau du robinet, ce genre de choses. Et alors, évidemment, il est légitime de la part du grand public, quand je raconte ça, de me dire, et c'est souvent sur un ton inquisition, j'ai des gens qui me disent, Monsieur Fulet, pouvez-vous vraiment vous dire que le glyphosate est un cancérigène avéré? C'est sur ce ton-là. Et vous savez, ce que je dois vous dire, c'est que je m'interdis de leur dire que le glyphosate est un cancérigène avéré. Ah bon? Comment ça? Ben oui, parce que pour un scientifique, avéré, ça veut dire statistiquement avéré. Alors vous comprenez, c'est une prédiction scientifique, et on ne connaît même pas statistiquement la moyenne d'âge d'apparition de cette maladie, de ces maladies. Alors la maladie, c'est cancer du sein, cancer de la prostate, Alzheimer, Parkinson. On va citer les cas principaux. On prédit à la jeunesse une apparition de maladies qui étaient considérées comme des maladies du vieillissement, une dizaine d'années plus précocement. Ça, c'est pas avéré. Il faudra attendre 100 ans pour vérifier et faire la comparaison entre nos moyennes d'âge, donc statistiques, mais néanmoins, vous l'imaginez bien, c'est déjà démontré, prouvé, scientifiquement, rigoureusement démontré. Et j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a déjà 33 ans, le rapport du GIEC, vous savez, le rapport interétatique des experts sur l'évolution du climat, eh bien, prédisait le réchauffement climatique global. Et j'ai des souvenirs, ceux qui ont des cheveux blancs s'en souviennent peut-être, qu'à l'époque, il y a même un scientifique, je crois qu'il était ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui s'est autorisé à donner sa caution scientifique pour dire circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est pas avéré. Sauf qu'aujourd'hui, la date des vendanges, alors évidemment ça dépend des régions et des cépages, mais la date des vendanges au cours des 30 dernières années, statistiquement c'est clair, alors ça dépend dans les régions des cépages, c'est une dizaine de jours plus précoce que les 30 années antérieures, aujourd'hui c'est statistiquement avéré. Le boson de Higgs, je suis désolé, l'accélérateur de particules est très cher, on n'aurait jamais dépensé autant pour le voir, ce boson de Higgs, s'il n'avait pas été, si son existence n'avait pas été largement démontrée. Et cette démonstration, elle était déjà il y a 25-30 ans avant. Donc, oui, la science progresse comme ça, on démontre, et alors, quand on peut faire des sciences expérimentales, assez vite, on peut vérifier si c'est statistiquement avéré, et puis quand c'est l'exposition au glyphosate, là, je vais vous exposer, vous là, au glyphosate, vous, je ne vais pas vous exposer, puis on va voir, si vous êtes d'accord, on va voir à quelle date apparaît le cancer du sein, le cancer de la prostate. Donc, heureusement, on s'interdit ce genre de choses, on fait éventuellement ça avec des rats, et juste pour vous dire que oui, on va beaucoup parler de la Terre, mais il faudra qu'elle soit bien traitée, et donc il y a peut-être des choses qu'il nous faudra éviter, pour des raisons qui ont à voir, évidemment, avec, on va beaucoup en parler, la biodiversité en général et autres, mais aussi pour notre santé. Voilà, donc je pense nourrir, alors aujourd'hui on est 8 milliards d'habitants, on sera 10 milliards peut-être en 2050, une population croissante, il y a une question de volume, donc l'agriculture va peut-être devoir produire davantage, en tout cas dans beaucoup de pays déficitaires, je vais plus aider pour qu'elles produisent davantage, et comment on va faire pour cultiver nos terrains? Voilà une question. J'insiste aussi, assurer un revenu décent aux agriculteurs, et ça va être
sujet du débat, vous allez voir que je vais plaider pour des formes d'agriculture qui relèvent d'une agroécologie scientifique, mais qui est radicalement différente de l'agriculture industrielle auquel nous nous sommes accoutumés en France. Et ceci, dans la plupart des pays, je vais plaider pour ces formes d'agriculture. Mais vous imaginez bien que les agriculteurs ne vont pas adhérer à ces formes d'agriculture radicalement différentes si on ne trouve pas les moyens de leur assurer un revenu résilient et suffisant, un revenu décent, qui soit correctement rémunéré. Et vous allez voir, c'est ça l'objet du débat. Je vais plaider pour une agriculture plus artisanale, moins industrielle, et la question, c'est comment va-t-on rémunérer le travail. Alors évidemment, sans pollution majeure, alors là, c'est évidemment les sols, l'air, les eaux, tout notre environnement, sans pollution. Alors, je crois que vous serez d'accord, s'il n'y avait pas d'atrazine, de l'empa dans l'eau du robinet, ce serait pas mal. Si on pouvait éviter les algues vertes sur le littoral breton, ce serait pas mal non plus. Et du coup, on découvre, vous savez, que le lait pas cher produit aujourd'hui par notre agriculture industrielle nous coûte très cher. Parce qu'on paye des impôts pour retirer les algues vertes du littoral. Et le pain pas cher nous coûte très cher pour que dans l'eau du robinet, il n'y a pas d'atrazine, un desservant qui est interdit déjà depuis 15 ans, une bonne quinzaine d'années, même un peu plus. Donc la question, effectivement, c'est que notre agriculture industrielle, qui a été capable de produire massivement, de faibles coûts monétaires, il y a des coûts cachés, et les coûts cachés sont des coûts sanitaires, mais c'est aussi des coûts environnementaux. L'effondrement des pollinisateurs, des abeilles sauvages, domestiques, ça fait un peu désordre. Si on pouvait s'assurer la durabilité de nos écosystèmes, et donc quand je dis sans préjudice pour les générations futures, là, vous êtes assez nombreux, les jeunes ici dans la salle, et puis vous aurez peut-être des enfants, la question de s'il y a des endroits où il est urgent de produire davantage, c'est peut-être pas en France d'ailleurs, enfin, on verra de quoi il faut produire davantage en France, mais s'il y a urgence, il ne faudrait pas que les solutions urgentes mettent en péril la fertilité des écosystèmes. Tiens, j'emploie le mot fertilité, pas seulement la fertilité des sols, mais la fertilité des écosystèmes. C'est-à-dire la fertilité des sols, hein, on a coutume de dire, c'est la potentialité productive. Il ne faut pas mettre en péril les potentialités productives de nos terrains agricoles. Alors il faudra, on en va reparler, il ne faut pas que le taux d'humus s'effondre, il faudra maintenir une biologie suffisante, il ne faut pas que ça s'érode, il ne faut pas que ça soit salinisé. C'est vraiment à maintenir ces sols durablement pour pouvoir produire éventuellement autre chose, s'il est demandé autre chose pour la consommation, dans 50, 60, dans plusieurs générations. Mais donc oui, ces potentialités productives doivent être impérativement maintenues sur le long terme. C'est la fertilité des sols, mais c'est la fertilité. Vous pouvez élargir le concept de fertilité à l'ensemble de l'écosystème agricole. L'écosystème agricole, c'est l'objet de travail des agriculteurs. Les agriculteurs aménagent des écosystèmes qui sont plus complètement naturels. Un bocage, excusez-moi, un bocage, c'est pas complètement naturel. On aurait laissé la nature, ce serait la lande, ce serait la forêt, mais ce ne serait pas un bocage. Et dans l'histoire de l'humanité, voilà, au moins une bonne nouvelle, dans l'histoire de l'humanité, là, parfois, on a été capable, les humaines ont été capables d'aménager des écosystèmes qui étaient à la fois productifs et durables. Et donc, oui, je pense, la durabilité de nos écosystèmes, donc attention, les pollinisateurs, les coccinelles, la biodiversité, vous imaginez bien, il va falloir la maintenir. Voilà, les enjeux, correctement, durablement, plus de gens dans tous les pays du monde. Alors évidemment, il y a une question qui se pose, je vous le dis tout de suite, et qui m'est souvent posée. Dans les pays déficitaires, est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Par quelle forme d'agriculture? Alors vous allez voir que quand même on peut accroître dans un grand nombre de pays déficitaires la production agricole, au moins les produits de première nécessité, les calories, les protéines, ce genre de choses. Peut-être qu'évidemment un certain nombre de pays vont rester dépendants à la question de quels produits. Il n'est pas grave de rester dépendant, mais la question quand même, dans certains pays, ça va de pouvoir produire plus. Mais alors qu'en France, on n'y est pas obligé. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, si on va y être obligé, parce qu'il nous faut nourrir le tiers-monde, il nous faut nourrir les pays du Sud déficitaires, et donc il nous faut produire des excédents. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est précisément les excédents, nos excédents, pas seulement les nôtres, ça peut être des excédents ukrainiens, russes, ça peut être des excédents nord-américains, brésiliens, quand ils sont exportés vers des pays où on travaille fondamentalement à la main, figurez-vous, vous mettez en compétition des gens qui travaillent à la main avec des gens équipés de moissonneuses batteuses et ce genre de choses, vous les ruinez. Vous les ruinez. Ils ne peuvent pas. La poudre de lait en concurrence avec le lait des éleveurs Peul, ça aide, je suis désolé, vous les ruinez. Et donc effectivement,
les gens, ben, soit ils ne peuvent pas épargner, ils essaient de produire, mais ils ne peuvent pas épargner, ils ne peuvent pas investir, ils ne peuvent pas pratiquer les formes d'agriculture, ni l'agriculture industrielle, ni celle pour laquelle je vais faire un plaidoyer, et que vous avez qui tombent en chômage, qui rejoignent les bidonvilles, et seuls les moins pauvres des pauvres, ceux qui détruisent un tourisme qui sert de bouclier narcotrafiquants, bouclier humain et narcotrafiquants, après les îles Mexique, là ceux-là peuvent payer un passeur, traverser les Arméniens et la Méditerranée. Donc je jugerai qu'on va se faire à ça. Le contexte, j'élargis le débat. Dans l'entrevue avant la conférence, on m'a dit qu'il faut surtout que ce soit, voire large, quoi, politique, systémique. Alors oui, je pense qu'il nous faut regarder tout ça quand on va regarder les terrains, il faut penser à tout ça. Et le contexte, vous connaissez, il n'est pas drôle du tout. Le réchauffement climatique global, on en a parlé. Et là, les agriculteurs vont devoir s'adapter à ce réchauffement climatique et même à ce dérèglement climatique fréquent, une intensité accrue des accidents climatiques extrêmes. Alors, s'adapter à ça, le réchauffement climatique, on vous dit, ben, c'est pas grave, on va remonter les vignes, c'est pas grave, on peut commencer en Normandie, dans le sud de l'Angleterre, on déplace des vignes, on va déplacer tout ça. Et là, c'est pas si simple. Parce que c'est, effectivement, il y a des êtres déjà qui augmentent, hein, des sauvages, des animaux qui ne sont pas domestiques, des sauvages qui remontent. Alors, il y a des oiseaux 250 km plus au nord en France. Certains papillons, 100 km seulement. Et où est le désastre? Là où il y a des oiseaux, il n'y a plus de chenilles. Extinction d'espèces. Et là où les chenilles ne sont pas bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Si vous croyez un seul instant que notre paysannerie en France, que les paysanneries du monde, sont préparées à s'adapter à ce réchauffement climatique, avec le fait que évidemment, les êtres ne vont pas progresser soit vers les hautes montagnes, soit vers le nord, en fonction du réchauffement, à la même allure. Et donc, c'est des interactions écologiques qui sont en péril. Et donc là, l'adaptation, ça va être beaucoup plus difficile que les gens imaginent. Et là, ce que je vous raconte, là, 250-100 km, c'est des thèses récentes. Mais on aurait commencé ça déjà quand le rapport du GIEC était sorti, en disant, bon, maintenant, étudions bien comment, notamment, qu'il y a des corridors écologiques, comment faire ça. Vous allez voir que la même question va se poser, évidemment, pour la biodiversité des sols. Mais oui, il va falloir s'adapter à ça. Et évidemment, le dérèglement climatique, là, vous devinez un peu, pour les revenus même des agriculteurs, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc, quand arrive un accident climatique extrême, une inondation, une sécheresse, une canicule, il y a celui qui s'est spécialisé, une seule production, c'est la faillite. S'il y a d'autres activités, s'il est associé à l'agriculture élevage et ce genre de choses, ben peut-être qu'une des productions sera lourdement affectée, mais il va peut-être s'en sortir. Et c'est vrai aussi pour les écosystèmes, et notamment, je disais, du sol, les écosystèmes. Plus un écosystème est simplifié, plus il est fragile. Et donc oui, le plaidoyer va être pour une agriculture hautement diversifiée, c'est-à-dire tout le contraire du mouvement actuel, qui est une spécialisation croissante, à la Bretagne, un excès d'élevage, au bassin parisien, un excès de céréales. Je vais éviter le maïs des régions de production de maïs. Donc, je vais choisir le Languedoc et la vigne. Mais ces spécialisations, c'est très fragile, vous le savez très bien. Hein. Quand c'est trop spécialisé, ben, une maladie, un milieu, si je parle de la vigne, elle est là. Et c'est toutes les vignes qui sont atteintes dans une région entière, y compris dans les appellations d'origine protégée. Quand je veux être pour un agriculteur plus diversifié, vous ne pourriez pas mettre un bosquet là, sur ces terrains où le prix du mètre carré est très élevé et où la vigne rapporte, je ne sais pas, que du succès. Bon, on va quand même devoir débattre de tout ça. Mais oui, je pense que l'adaptation, ça va être la diversification de l'agriculture. Il y aura bien d'autres arguments pour plaider pour, notamment le maintien de la biodiversité, pour promouvoir une agriculture hautement diversifiée. Je parle quand même de l'extension des villes sur les meilleures terres agricoles. Bon, c'est vrai que de temps en temps, on nous dit qu'il ne faudrait quand même pas faire un parc d'attractions là, près de Roissy-Charles de Gaulle. Hein. Mais on parle aussi d'autoroutes de contournement, de grandes villes. Bretonne, sûrement. Voilà, enfin. Donc il y a peut-être à regarder les surfaces, les champs, il y a peut-être beaucoup de choses à revoir. Alors quand on pense dans certains pays, à Shanghai, Pékin, Hanoï, ces villes s'étendent sur les meilleures terres agricoles, là, il y a des villes très densément peuplées, là je ne vous cache pas, là ça pose d'énormes questions. Les conflits d'usage de l'eau,
Bon, bah, je suis invité de temps en temps en Charente. Hein. On parle bassine. Hein, quand même. Donc, oui, les conflits d'usage de l'eau. Alors, vous savez qu'à l'échelle mondiale, l'agriculture pour l'irrigation, l'agrandissement des troupeaux, le nettoyage des étables, c'est 70% de l'eau qui sert à l'agriculture. En France, c'est un peu moins, c'est plutôt de l'ordre de 50%. Alors, ça en prélève quand même beaucoup. La question, oui, c'est qu'on va devoir mettre la priorité à l'irrigation, pas l'irrigation, au vu de ce dérèglement climatique. La raréfaction des ressources, on parle beaucoup des énergies fossiles, j'insiste. Alors, pour nous plus présents, hein, c'est pas seulement la COP28, la contribution au dérèglement climatique, mais ça en fait partie. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, à peu près, à la même époque, à l'automne, entre Allemagne et France, on discutait, puisqu'il y avait une difficulté de s'approvisionner en gaz naturel russe, hein, c'est qu'est-ce qu'on allait faire, puisqu'on ne peut pas faire beaucoup d'usage, est-ce qu'on va couper l'électricité de temps en temps aux Français, sachant que les Français commençaient avec des centrales nucléaires, à pas suffire d'électricité, ou est-ce qu'on va faire des engrais à effet de synthèse fabriqués en Allemagne? Bon, l'hiver a été doux, on n'a pas vécu ça, mais brutalement, on a découvert une guerre en Ukraine, notre dépendance à l'égard du gaz naturel russe. Et l'agriculture est très dépendante à l'égard des énergies fossiles, pas seulement la consommation de carburant du tracteur, de la moissonneuse batteuse, de la motopompe, mais plus encore la fabrication des engrais à effet de synthèse, l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium, fabriqués avec du gaz naturel russe, et pour la France, enfin, norvégien. De toute façon, il n'y a plus de gaz de lâche, l'usine de Toulouse n'a pas été reconstruite à travers l'explosion. Donc, il va falloir être très économe en énergie fossile, vous l'avez compris. Globalement, je vais vous présenter les engrais de synthèse comme quelque chose de désuet, d'obsolète, hein, c'est classé, c'est très clair, il faut trouver des alternatives. Et dans les ressources pour lesquelles, alors il faut aussi des éléments minéraux, mais le calcium, on verra, les falaises calcaires, il y en a en pagaille, le potassium, personne ne m'inquiète là-dessus, enfin, les experts disent non, il y en a encore pour bien des générations, mais le phosphate, par contre, on nous annonce que le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles lignes de phosphate, d'ici 4 à 5 décennies, même pas, on dit parfois 3-4 décennies, ça va devenir hyper coûteux. De toute façon, les agriculteurs, il y en a peut-être parmi vous, savent que les engrais azotés de synthèse et les engrais phosphatés sont leur accroissement de prix va bien au-delà de l'inflation. Et donc, oui, l'urgence va être éventuellement de pouvoir s'en passer. Voilà, un exode rural souvent prématuré et un chômage encore important. Même chez nous, c'est là l'accès au terrain. Alors, évidemment, là, quand on parle d'agriculture urbaine, périurbaine, et ça, je pense, intéresse un grand nombre d'entre vous, ceinture verte et autres, ben, effectivement, la question, c'est de pouvoir trouver des terrains, de pouvoir installer des gens qui éventuellement ont été mis au chômage. Alors, les jardins partagés, c'est une fonction sociale absolument remarquable. C'est qu'à la fois, ça permet quand même de pouvoir manger à la fin du mois avec les propres légumes, et ça permet aussi à des gens qui ont été licenciés de pouvoir partager ensemble qu'est-ce qui leur est arrivé, de retrouver une dignité, pour quand même être honnête. Mais quand une ferme disparaît en France, sachez, quelle que soit sa taille, c'est toujours du chômage en plus. Toujours du chômage en plus. Même si la fille, le fils du fermier refuse de reprendre la ferme des parents, parce qu'un travail mieux rémunéré, moins pénible ailleurs, au vu de l'éducation, bon, ben, ils ont choisi, c'est parfaitement bon droit, mais elle, il trouve un emploi, certes, mais ils le prennent à quelqu'un d'autre qui ne le trouvera pas, c'est quelqu'un d'écarté. Et la ferme qui disparaît, si ça sert à l'agrandissement des voisins, ça permet aux voisins d'amortir plus vite le tracteur, le robot de traite pour lequel il s'est lourdement endetté, mais ça ne crée pas d'emploi. Ça rentabilise du matériel d'un suréquipement déjà, bien sûr, en endettement qui existe déjà, mais heureusement pour le voisin, il arrive à s'agrandir, mais ça ne crée pas d'emploi. Or, même en France, avec 7-8% de chômage, alors évidemment, si je vous parle du Brésil, là, c'est la cata. Dans les bidonvilles, les gens sont là. Voilà le contexte. Et j'ai coutume de vous poser une question, de ce moment précis. Avez-vous encore le moral? Alors, je vais passer très vite, parce qu'il faut qu'on en débatte, sur ce que j'appelle les errements du passé. Je voudrais juste vous dire, c'est vrai que dans le débat, on parlera plus, peut-être un peu moins science, de comment y arriver, humainement parlant, socio-économiquement parlant, politiquement parlant, comment y arriver. Oui, ben voilà.
les errements du passé, je voudrais juste vous dire, on m'interroge souvent, mais monsieur Duvet, l'agriculture que vous proposez, c'est pas Limagrin, c'est pas Danone, c'est pas Monsanto, c'est pas Bayer, c'est pas Syngenta, c'est pas ces gens-là qui vont promouvoir ces formes d'agriculture. Et on dénonce les lobbies, les multinationales. Je voudrais juste vous dire que dans les erreurs du passé, il y a aussi des erreurs de scientocrates, de gens. Et je vais faire un aveu. Quand j'ai terminé mes études d'agronomie, j'étais formaté, j'avais mon diplôme, et en remplacement de mon service militaire, on m'envoie à Madagascar enseigner la riziculture améliorée et les bagages. Évidemment, j'étais inquiet. Est-ce que je connais bien la riziculture? Est-ce que je ne connais quand même pas, sans doute pas aussi bien que les bagages? J'aurais dit oui, non, c'est bien. C'est les bagages qui connaissent mieux la riziculture que vous, diplômés en France, mais vous avez tous les bagages scientifiques pour expliquer à ces gens qui pratiquent la riziculture là-bas que les bienfaits de la riziculture améliorée en comparaison avec la riziculture traditionnelle. Et voilà. Et là, j'avais, alors évidemment, on me formate à cette forme d'agriculture. Ben, voilà, on a mis au point, aux Philippines, une variété améliorée, une variété IR8, à très haut potentiel génétique de rendement. Donc, voilà, l'amélioration variétale, et que je mets des guillemets amélioration. Et du coup, j'enseignais que cette variété était capable d'intercepter l'énergie solaire, l'énergie alimentaire, feuilles érigées, résistante à l'averse, c'était génial. Et comme elle était à balle courte, elle était concurrencée quand même par des herbes adventices. Et du coup, j'étais obligé d'enseigner l'herbicide pour qu'elle ne soit pas concurrencée. Puis c'est vrai que cette variété a haut potentiel génétique de rendement, c'est là-dessus que ça avait été sélectionné. Là, elle était sensible à un champignon pathogène, la périculaриose, j'enseignais le fongicide, un virus transmis par une cicadelle, j'enseignais l'insecticide. Et j'avais mon paquet de techniques améliorées pour accroître le rendement du prix. Et évidemment, alors, j'ai des vulgarisateurs qui parlent d'algage, qui enseignent ça aux paysans. J'enseigne aux vulgarisateurs qu'est-ce qu'il faut enseigner, etc. Et voilà que ces femmes malgaches refusent obstinément les techniques améliorées. Alors évidemment, je pose la question pourquoi. C'est des gâches, racisme, ou alors c'est des femmes. Excusez-moi de parler comme ça. Mais on laisse en général le repiquage du riz, on laisse ça aux femmes, on laisse les travaux moins payés. Voilà. Sauf que ces femmes très vite m'ont dit, effectivement, que j'étais nul. Alors je savais ce qui était bien dans la améliorée, je savais ce qui était mal, la mauvaise herbe, donc j'étais proche de Dieu, et elle m'a dit que j'étais nul. J'ai mis de toute façon les pieds dans la rivière, j'ai vu Dieu qu'entre les orteils. Oh, il y a des poissons, oh, ça chatouille. Et puis, évidemment, je vois qu'il y a des canards à la surface, puis il y a des grenouilles, puis il y a des escargots. Et donc, ces femmes ont très vite expliqué que j'accroissais le rendement du riz et je tuais toutes leurs sources de protéines animales. Voilà, avec mes produits en site. Les produits en site, ça tuait la biologie, l'extrême biodiversité, y compris dans le sol boueux de la rizière en question. Après, elles m'ont raconté, enfin, j'ai vu voir, qu'effectivement, les canards picoraient les herbes adventices, mais ne picoraient pas le riz est trop siliceux, et les canards picoraient, alors ça c'est un peu montré, picoraient les cicadelles qui transmettaient le virus, donc je n'avais pas besoin de mon insecticide. Voilà, juste pour vous dire, je vais vous faire un petit cours d'agroécologie. C'est à la reconnaissance que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas une plante, ce n'est pas un troupeau, ce n'est pas un sol. C'est un écosystème aménagé, sans doute simplifié pour favoriser la croissance et le développement d'espèces domestiques. Donc, simplifier, c'est souvent fragiliser, donc il faudra être très attentif à ça. Mais l'objet de travail des agriculteurs, c'est un écosystème complet, et c'est ça qu'il faut regarder, et c'est à ce niveau-là qu'on va regarder les rendements à l'hectare, la productivité du travail, la contribution à l'atténuation du changement climatique, la consommation d'énergie fossile. C'est à ce niveau-là. Et l'amélioration locale, c'était tout le contraire. C'était, on a demandé à des agronomes, des gens qui me ressemblaient, mettez-nous au point ces variétés à haut potentiel génétique de rendement à l'hectare, et surtout les variétés passe-partout. La variété de blé devait aller du Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. Voilà. Et du coup, tous les gènes d'adaptation à une situation trop locale, vous éliminez. Vous savez, vous avez des plantes qui sont très sensibles à la longueur du jour et de la nuit, dont la date de floraison dépend de la longueur du jour et de la nuit, et même est-ce que la longueur du jour s'accroît comme au printemps ou diminue comme à l'automne. Et évidemment, si on parle de riz dans certains pays, de faire 2 saisons de riz alors qu'il n'y a qu'une saison de floraison,
C'est pas possible. Donc, tous ces gènes d'adaptation à la situation locale, vous nous les débarrassez. On a été capable de faire ça. Alors, ça a été aussi des grandes et moyennes surfaces. On veut qu'ils soient bien calibrés. Puis les tomates, excusez-moi, on veut qu'elles restent 3 semaines à l'étalage. Certes, vous savez qu'elles perdent ses valeurs au polyphénol, mais ça, les gens ne savent pas, c'est pas marqué sur l'étiquette. Mais en fait, et évidemment, on a sélectionné des variétés sur d'autres critères, effectivement, les critères de tolérance et résistance à l'éventuel aux autres animaux, aux germes concurrents, et ce genre de choses. Ça nous a amené à une spécialisation exagérée, mais ça, ce que je voudrais vraiment vous dire, parce qu'on a fait la même chose avec les races animales, et y compris des races animales qui ont disparu. Mais en fait, la vraie erreur du passé, sur laquelle il faut vraiment maintenant arrêter définitivement, c'est de croire qu'il fallait jouer sur un facteur, la génétique, et du coup, parce qu'on a demandé aussi à ces agronome qui coûtaient très cher, on leur a demandé de faire vite. Et d'ailleurs, l'idée c'était qu'une variété sélectionnée aux Philippines puisse servir pour toutes les régions rizicoles, qu'une variété de blé sélectionnée dans le bassin parisien puisse aller. Voilà. Donc, et évidemment, on demande à ces agronomes qu'ils fassent vite. Alors on dit non, on va qualifier une variété d'améliorée, si 95% des fois, la variété en question a donné un rendement supérieur à d'autres. Donc là, on fait des statistiques dans les stations expérimentales. On ne va pas commencer à qualifier une variété d'améliorée, c'est plus de 10% des fois, elle donne un rendement inférieur à d'autres. Et il faut arriver vite à ça. Ah oui, mais vous nous demandez de faire des essais multilocaux, Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne, l'Alsace et autres, et puis ensuite vous nous demandez de faire vite, et 95% des fois, la rigueur. Quoi. Alors, évidemment, il ne faudrait pas qu'à un endroit, la variété à haut potentiel génétique de rendement et un bas rendement, parce qu'il y a des nématodes. Un autre endroit, parce qu'il y a des chenilles. Un autre endroit, parce qu'elle a été concurrencée par les mauvaises herbes. Donc, si on veut aller vite, il faut 0 nématodes, on met des nématicides, 0 mauvaises herbes, on met des herbicides, 0 coccinelles, enfin, 0 chenilles, insecticides et autres. Et voilà pourquoi on est parvenu à mettre des variétés à haut potentiel génétique de rendement, c'est vrai, mais qui étaient effectivement hyper sensibles aux insectes ravageurs, aux champignons pathogènes, à la concurrence des herbes adventices et ce genre de choses. L'erreur, elle est là, c'est de croire que la réponse a été monofactorielle. Non, non, non. Maintenir la fertilité des agroécosystèmes, c'est au contraire polyfacteur. Enfin, on est obligé de regarder, et y compris des interactions entre les êtres vivants et les êtres cliniques, entre les êtres vivants végétaux et animaux, entre les domestiques et les sauvages, et les micro-organismes, les champignons, etc. Voilà. Si vous en êtes d'accord, on met fin à ça. Et du coup, excusez-moi, on va atterrir progressivement. Je vais vous faire ce cours d'agroécologie scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'un agroécosystème? J'ai déjà dit. C'est un écosystème aménagé par les agriculteurs pour favoriser la croissance d'espèces domestiques. Donc, on évite trop la concurrence, on évite quand même d'avoir trop de ravageurs et d'agents pathogènes. Bref, on simplifie ces écosystèmes pour favoriser la croissance et le développement des espèces utiles et on essaye de minorer la croissance et le développement des autres espèces. Et ça, c'est un processus de simplification avec le risque, effectivement, agriculture industrielle, d'une fragilisation excessive, la monoculture, les lentilles, voilà, la banane, du chlordécone, je pense à la prostate. L'histoire que vous connaissez, celle-là est statistiquement agréable. Donc ça, il ne faut plus recommencer ça, ni avec le blé, ni avec le vigne, ni avec le maïs. On devra vraiment trouver des solutions, c'est impératif. Voilà, alors, allons-y. Première chose d'un petit cours d'agroécologie. Je vous ai dit qu'on avait besoin dans notre alimentation de calories, de kilocalories, d'énergie. L'énergie, pour penser astucieusement, pour les battements du cœur, les déplacements, pour les loisirs, pour aller au travail. On a besoin de trouver de l'énergie dans l'alimentation, on va la dépenser après dans nos battements de cœur, loisirs et travail. Et d'où vient cette énergie qu'on trouve dans notre alimentation? Ça nous vient du soleil. Absolument. Ça ne vient pas de la Terre. Et pourtant, j'ai bien dit renouer avec la Terre. Mais oui, l'énergie, c'est l'énergie solaire, c'est la photosynthèse, vous l'avez dit. Donc c'est la plante qui intercepte l'énergie solaire, la transforme en énergie alimentaire. On appelle ça photosynthèse. Et la bonne nouvelle, parce que j'ai impérativement besoin de vous remonter le moral, on m'a annoncé qu'il n'y avait pas de pénurie de rayons de soleil avant des milliards d'années. Donc durable, excusez-moi, renouvelable, une énergie renouvelable et durable comme celle-là, je vous suggère qu'on en fasse un usage intensif à l'hectare.
je vais défendre une agriculture intensive à l'hectare. Parce que moi, l'agriculture extensive, pour nourrir une population croissante, on va devoir élargir les surfaces cultivées sur de grandes extensions. On dépend de la forêt amazonienne, on dépend de la forêt congolaise, on dépend de la forêt de Bornéo, et puis le marais Poitevin, qui n'est pas complètement asséché. On va assécher la dernière réserve naturelle. Alors moi, l'agriculture extensive, non. Si on veut maintenir encore quelques espaces naturels à la biodiversité, je crois qu'il nous faut plaider pour une agriculture intensive à l'hectare. Et par contre, la question, c'est de quoi on va faire un usage intensif à l'hectare. Le rajout que je suggère, c'est qu'on fasse un usage intensif à l'hectare des rayons du soleil. Je ne veux plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre. Je veux voir tous les rayons du soleil tomber sur des feuilles vertes, capables d'intercepter l'énergie solaire et de fabriquer de l'énergie alimentaire. Couverture végétale la plus totale possible, la plus permanente possible, hiver, printemps, été, automne, et puis la plus totale possible va associer plusieurs plantes ensemble, simultanément dans le même champ. Alors, certains d'entre vous ont vu les films, le Mexique, la milpa mexicaine, le mexicain, le maïs. Et sous le maïs, il y a un haricot. D'abord, il y a un haricot volubile qui monte sur le maïs. Il y a ensuite un autre haricot globuleux, buissonnant en dessous. Et puis une pastèque, une culture rampante pour intercepter les derniers rayons du soleil, pour que tout ne soit pas perdu. Alors, vous allez me dire, en France, plaider pour cette forme d'agriculture, je n'ai pas encore beaucoup de succès. Mais néanmoins, vous savez, en France, on parlera quand même de prairies permanentes. Moi, je connais des lieux où il n'y a pas un rayon de soleil qui tombe à terre, pas une semaine de l'année. Les prairies permanentes en Bretagne, on n'est pas obligé de maïs en silage. On aurait pu éviter ce genre de dégâts. Mais en grande culture, moi je connais des gens, entre leur rangée de blé, ils mettent des lentillons, ils mettent de la févrole. Alors déjà, il y a le soleil qui ne tombe pas sur la feuille de blé, hop, ça tombe sur la feuille de la lumineuse, du lentillon. Alors évidemment, je propose, est-ce que vous ne pouvez pas mettre une plante rampante, un concombre, pour intercepter les derniers rayons du soleil? Les gens conviennent, ils se mettent à rire en disant que ça ne fera pas du bien à la moissonneuse bateau. Une plante en travers, parce qu'il faut déjà que le lentillon et le blé soient récoltés le même jour. Donc c'est assez savant, les cycles, il faut que la maturation arrive au même moment. Ceci étant, ça y est, ils y arrivent sans trop de difficultés. Mais donc aujourd'hui, oui, vous avez des gens qui associent des lentilles avec la caroline, qui associent des plantes, et effectivement, pour faire un meilleur usage des rayons du soleil, souvent ils appellent ça méthèle, mais c'est peut-être pas une bonne expression. Là, c'était surtout des produits de vanne, mais enfin, il y a des gens qui, y compris, cultivent du sorgho et un espèce de haricot du Sénégal, un yébé, et qui parviennent, effectivement, alors là, c'est récolté le même jour, c'est voulu, ça fait de l'ensilage. Non, il y a vraiment moyen, et je trouve ça très astucieux. Et vraiment, ça commence à devenir, effectivement, très différent. Alors maintenant, je me dois d'être honnête avec vous. La photosynthèse, c'est pas seulement avoir des feuilles vertes, parce qu'une feuille morte ne pratique pas la photosynthèse. Et pour qu'il y ait photosynthèse, le plus compliqué, c'est la gestion de l'eau. Et la raison en est, c'est que l'énergie dont je vous parle, là, qui est dans la pomme de terre, l'amidon de la pomme de terre, le glucose, le saccharose de la betterave, le glucose du raisin, et les lipides, l'huile d'olive, l'huile de colza, c'est des molécules carbonées. Et la plante a impérativement besoin de trouver du carbone pour nous fabriquer l'amidon, les glucoses, les lipides, les molécules carbonées. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Et je vous pose la question. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vous vois rigoler. Il y en a trop. Je vous suggère que nous fassions un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique. La plante va intercepter ce gaz carbonique, va libérer de l'oxygène. C'est l'oxygène de l'eau, j'en conviens, mais va libérer de l'oxygène, mais impérativement fixer le gaz carbonique et avec ce carbone fabriquer le glucose, fabriquer l'amidon, fabriquer les huiles, peut-être même de la paille, des racines, et qui, si ça se décompose bien, va séquestrer le carbone dans l'humus des sols. Tiens, je commence à atterrir. Oui. Moi, vous savez, les agriculteurs qui pratiquent une agriculture écologiquement intensive et qui parviennent à intercepter le gaz, enfin faire en sorte que la plante intercepte le gaz carbonique pour nous produire de l'énergie pour notre alimentation, et en plus séquestrer du carbone dans les sols et atténuer le réchauffement climatique, moi je trouve que ces agriculteurs mériteraient d'être correctement rémunérés. Un service d'intérêt général. Alors, par contre, la difficulté, je vous disais, c'est la gestion de l'eau. Il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante.
Et le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous, par des orifices. Et ces orifices, c'est les mêmes orifices par lesquels la plante transpire. Et la plante, comme nous, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Nous, il faut boire tout de suite de l'eau, sinon on se déshydrate et on meurt. La plante, elle a un avantage, c'est que si momentanément, elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut momentanément arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Elle a un peu de fièvre, hein, sa température augmente, mais néanmoins, alors le sorgho est encore plus efficace, hein, j'en conviens, qu'un maïs, mais la plante peut arrêter de transpirer, mais du coup elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, et du coup elle vient de fermer les orifices par lesquels le gaz carbonique pouvait rentrer et l'oxygène ressortir. Vous voyez, un beau champ de maïs. Si le sol est à nul l'hiver, il y aurait le soleil qui tombe à terre, je trouve pas ça génial. Avril-mai, ça y est, on a semé le maïs. Je vois encore derrière le soleil qui tombe, les rangées de maïs, parce que les gens ne cultivent pas de haricots et autres. Je ne trouve pas ça génial. Et quand au mois d'août, enfin, ça y est, le maïs recouvre la totalité de la surface du sol. Eh bien oui, mais il ne peut pas. Et le maïs arrête de transpirer. Et derrière le soleil ne sert plus à rien. La monoculture de maïs dans certaines régions françaises, c'est quand même une erreur. Évidemment, vous avez la pratique, enfin, quand même, vous avez peur un peu là. Voilà. Donc, mais bon, on disait toujours, la pratique, la hauteur, il n'y a pas de problème, on peut pomper, on peut pomper, on peut pomper. Et maintenant, vous savez, non, ce n'est pas une solution. Donc la monoproduction de maïs, c'est une grave erreur, vous pouvez le deviner, parce que le maïs, c'est une plante amérindienne, c'est une plante intertropicale, et vous êtes au courant que sous les tropiques, la saison chaude, c'est la saison des pluies. Et nous, la saison chaude, là, il ne pleut pas. J'ai eu un grand succès quand je suis dans la région des bassines, parce qu'effectivement, je pense que c'est une très grave erreur. Alors certes, on peut envisager le sorgho qui est plus tolérant encore au stress hydrique que le maïs. Enfin, il faut aussi mélanger les plantes d'hiver. Il faut aussi, c'est pas, vous savez que le maïs exige moins d'eau qu'un blé à la tonne produite. Il y a peu de gens qui le savent. Le maïs exige moins d'eau qu'un blé, mais il exige au mauvais moment. Le mois d'août. Voilà. Donc, il va falloir mettre fin à quelques erreurs de ce genre. Et du coup, il nous faut, néanmoins, parce que vous allez voir que je vais plaider pour des rotations de culture, des cultures d'hiver, des cultures d'été. Et pour les cultures d'été, il faudra quand même peut-être trouver un moyen qu'elles soient suffisamment alimentées en eau, même quand arrive une canicule, une sécheresse. Et cette eau, ça va être l'eau de pluie. On va devoir faire un usage intensif à l'écart de la seule eau qui nous est donnée gratuitement, l'eau de pluie. Et l'eau de pluie doit être emmagasinée en totalité dans les sols pour être disponible pour quand, après, intervient une sécheresse, une canicule. Il faut qu'il y ait de l'eau en réserve dans les sols pour que la plante puisse continuer à transpirer. Moins une culture d'été, sans doute, mais quand même, ces cultures d'été, qu'elles puissent transpirer. Je ne veux plus voir un seul filet d'eau ruisseler. On va mettre des barrières à la circulation de l'eau dans le sol. On va remettre des quand il y a de la pente. Et la couverture végétale est la plus totale possible. Le petit filet d'eau ne parvient pas à descendre. Il est arrêté par une feuille morte, par une tige, par une racine, par un ver de terre. Mais hop, il faut que toute l'eau de pluie s'infiltre. Et cette eau qui nous est donnée gratuitement, vous savez, elle nous est offerte de façon chaotique, de plus en plus aléatoire, avec le dérèglement. Donc, raison de plus, que justement, on mette des barrières en ruissellement, pas d'inondation dans la vallée, s'il vous plaît, on emmagasine tout dans le sol, on rechargera la nappe phréatique, et on essaiera de fixer le maximum d'eau à hauteur des racines. Donc, on empêche le ruissellement. Il faut aussi favoriser l'infiltration, non? Le sol doit être poreux. Je réatterris. Le sol doit être poreux. D'abord, on enseignait le labour. Et maintenant, j'enseigne le zéro labour. Les techniques culturales simplifiées. Alors, pour quelles raisons? Multiples. Alors, le labour, d'abord, il faut différencier. Là, je reconnais que les sols de la Normandie, le Pays de Caux, ne sont pas ceux de chez vous. Mais donc, au Limon, du Pays de Caux, le labour, ça, évidemment, ameubler le sol en surface, mais ça fait aussi un lissage en dessous, ce qui fait que c'est poreux les 20 premiers centimètres, et après, au contraire, une couche imperméable, tellement elle a été lissée par le passage de la charge. Alors ça, les semelles de labour. Alors ça, il faut éviter. Il faut quand même que la racine et que l'eau puissent pénétrer en profondeur. Donc le labour, de ce point de vue-là, c'est pas bien. Mais aussi, vous savez, un labour, ça aère le sol, certes, ça le rend poreux, ça oxyde le carbone de l'humus du sol, ce
du carbone, du gaz carbonique, qui a été intercepté par la plante, qui avait fabriqué de la paille, des racines, qui avait été décomposé par les champignons saprophytes, par les bactéries, et qui avait fabriqué de l'humus. Le carbone, l'humus, c'est 50% de carbone. Ben, ce carbone, si vous l'oxydez trop, il retourne à l'état de gaz carbonique. Il faudra quand même qu'il y ait une minéralisation de la matière organique, on le verra, mais sans excès. Et donc le labour, ben, aujourd'hui, on découvre, c'est le taux d'humus du sol, le taux de la teneur en humus, c'est cette frange noire du sol, hein, une partie noire, riche en carbone, 50% de carbone. Il faut l'accroître, ce taux d'humus, et surtout pas le diminuer. Il faut accroître ce taux d'humus parce que c'est lui qui va retenir l'eau. Donc, et en plus, le labour, il a un autre défaut, c'est que les vers de terre, vous savez, qui sont la nuit à la surface du sol, eh bien, dès que le jour apparaît, hop, les vers de terre, ils rentrent dans le sol, ils creusent une galerie. D'ailleurs, c'est eux qui vont rendre le sol poreux, en creusant la galerie. Et du coup, si vous, avec le labour, vous les remettez au soleil, alors là, vous leur faites le plus grand mal, en pleine journée. Donc oui, aujourd'hui, on est plutôt sur des thèmes limiter au maximum le labour, aérer le sol, le rendre poreux, mais grâce à la biologie des sols, et là, je parle des conférences et autres, ça va être le ver de terre hein, qui joue ce rôle le plus spectaculaire, les séphiles, le porc, les colomboges, c'est parfois même des herbes adventices que je qualifie de mauvaises herbes. J'étais il n'y a pas longtemps, alors il est quand même, j'étais Château du Castre à Saint-Émilion, dans les coteaux, ben, ils ont, entre les mines, ça y est maintenant, c'est clair, on remet de l'herbe. Autrefois, on désherbait parce que l'herbe était mauvaise, maintenant on en resème, pour éviter que l'eau ne dévale. Et puis quand l'herbe est sèche, là où il y avait une racine, il y a une galerie, et hop, depuis l'automne, ça y est, l'eau s'infiltre dans le sol. Donc oui, il faut rendre, c'est la biologie des sols qui va nous rendre le sol poreux et qui va nous permettre d'accroître le taux d'humus dans les sols. Donc ça y est, on empêche le ruissellement. On a un sol poreux grâce au ver de terre, avec le plantes et paraboles, les fissures, etc., avec y compris les herbes et tout. Et on maintient le maximum d'eau à hauteur des racines. Ça, c'est l'humus. C'est l'argile et l'humus qui retient l'eau. On dit le complexe argilo-humide dans le jargon d'agronome. Mais on ne peut pas enrichir un sol en argile, un sol sableux restera sableux, un sol limoneux restera limoneux, mais on peut l'enrichir en humus. L'humus, je vous ai déjà dit, c'est 50% de carbone. Et c'est le carbone de la paille, de la racine qui se décompose après récolte. Ou la feuille morte de l'arbre qui tombe à terre et qui se décompose, ça fabrique de l'humus. Mais l'humus, c'est quand même 5-6% d'azote. Et l'une des difficultés parfois, c'est que juste après récolte, si le sol manque d'azote dans le sol, et là, les micro-organismes qui vont décomposer les pailles, les racines, les choses de ce genre, s'il n'y a pas leur petite dose d'azote suffisante pour fabriquer de l'humus, ben, ils ne parviennent pas. Et du coup, ça met du temps. Le carbone risque de retourner tel gaz carbonique. Oui, dans l'agriculture, on a besoin d'un peu d'azote, pas seulement pour aider à fabriquer de l'humus, 50% de carbone, 5-6% d'azote, mais on a aussi besoin d'azote dans notre nourriture, parce que c'est l'élément essentiel de toutes les protéines. Donc, attention, la photosynthèse, le cycle de carbone, vous voyez que là où il faut être très attentif, c'est le cycle de l'eau de pluie, dont on va faire l'usage intensif, tout doit s'infiltrer, et le maximum retenu au niveau des racines. On n'est pas sans solution, on va voir, hein, pour fabriquer de l'humus, c'est un savant mélange carbone-azote pour fabriquer de l'humus, on va y arriver, mais ça, c'est... Et alors, les protéines, tous les constituants des tissus du corps humain, la peau, les ongles, les cheveux, les muscles, tout ça, c'est fabriqué avec des protéines. Il nous faut en manger tous les jours, puisque ça s'use, hein, c'est pas seulement qu'on se mange les ongles, on se mange les cheveux, mais nos tissus s'usent, et ça repart dans nos urines, tout ça. Et donc, il nous faut tous les jours ingurgiter les protéines qui sont des molécules azotées. Et donc, il faut trouver de l'azote. Et où la plante trouve-t-elle de l'azote pour fabriquer des protéines? Dans l'air. Quel pourcentage d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi? 79%. Pas de pénurie avant des siècles, des millénaires. Allons-y, je vous suggère qu'on fasse un usage intensif avec l'air. C'est amusant quand même. Hein, le thème, c'est la Terre, et je vous dis, oh, le soleil, c'est là-haut. Le carbone, c'est là-haut. L'azote, c'est dans l'air. Bon, j'ai quand même été obligé de parler du sol, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est des interactions qui vont nous intéresser. Mais l'azote vient de l'air. Et d'ailleurs, toutes les protéines aujourd'hui sont fabriquées avec l'azote de l'air. Mais alors là, la question délicate avec l'azote et fabriquer des protéines, c'est que rajouter de l'azote à un hydrate de carbone pour fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. Là, la question va être la question énergétique. Là, ça fait des discussions pour la coopérative. L'énergie. Et d'ailleurs, il y a deux méthodes. L'agriculture industrielle d'aujourd'hui, on veut qu'un blé soit riche en protéines pour qu'il soit facilement planifiable.
Ben, on va lui apporter un engrais azoté de synthèse, de l'urée, de l'ammonitrate, du sulfate d'ammonium, construit avec, fabriqué avec, du gaz naturel, russe, et qui russe, vont faire peur, définitivement. Mais ce qui me fait peur, c'est la dépendance à l'égard des énergies fossiles, je vous l'avais déjà dit, et en plus, quand on émet des engrais, quand on épand des engrais azotés de synthèse, de plus, il y a des émissions de protoxyde d'azote, N2O, ceux d'entre vous qui adorent la chimie, qui est 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. C'est en France, entre la première et la deuxième avec le méthane, cause de réchauffement, de contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique bien avant le CO2. Donc, bien avant le dioxyde de carbone. Donc, on va s'éviter ça. C'est du passé. Je suggère qu'on mette fin au plus vite, qu'on mette fin à l'emploi des engrais azotés de synthèse, contributeurs de réchauffement climatique, coûteux en énergie fossile. Et évidemment, y a-t-il une alternative? La réponse est oui. Et en plus, elle est connue de tous les paysans du monde entier. Tous les agriculteurs du monde entier savent qu'il y a des plantes de l'ordre, on dit, des légumineuses. Ces plantes de l'ordre des légumineuses sont capables, alors c'est des microbes qui les aident à faire ça, mais sont capables de nous fournir des protéines avec le recours à l'énergie solaire. Alors c'est compliqué, la plante photosynthétise, intercepte également l'énergie solaire, fabrique des glucides, donc des molécules carbonées, et avec cette énergie-là, il y a des microbes qui s'incrustent dans la racine de la plante, se goinfrent de cette énergie déjà photosynthétisée, mais dont l'origine, donc, c'est l'énergie solaire. Hein. Et voilà que ces microbes prolifèrent en s'alimentant ces glucides, et alors là, après avoir un peu proliféré, et bien voilà, ils interceptent l'azote de l'air, fabriquent une première brique des protéines, qu'on appelle acides aminés dans le charbon, les premières briques des protéines, et refilent ça à la légumineuse, qui est donc riche en protéines. Les molécules azotées sont là pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale, et toute l'énergie vient de l'énergie solaire. C'est parce que les microbes ont pu se goinfrer des glucides photosynthétisés qu'ils ont pu intercepter l'azote, fabriquer les protéines. Et donc, oui, nos légumineuses, alors les légumineuses, si vous voulez nourrir des ruminants, appelez ça luzerne, trèfle, sainfoin, lotier, veste. Si vous voulez nourrir des cochons et des volailles, vous avez le droit de parler de soja, mais vous pouvez aussi parler de pétrole, pois fourragers, lupin. Et puis si vous voulez la nourriture humaine, les légumes secs, riches en fibres, moins de cancer du côlon. Alors c'est le pois fourrager, c'est le pois fourrager, ça. Le pois tout court, le petit pois comme le gros. Après c'est les lentilles, les haricots, les petits pois, et les légumineuses, les fèves. Hein. Donc vous êtes au courant. Donc oui, on peut se nourrir avec des légumineuses, et d'ailleurs, on est très fortement invité en France à manger davantage de légumes secs et moins de viande, notamment de viande rouge, riche en acides gras saturés, et de très, on va reparler de l'élevage tout à l'heure. Mais oui, en tout cas, c'est avec l'énergie solaire, et donc bien moins d'émissions de protoxyde d'azote. Donc on n'est pas sans solution. Voilà. Et en plus, cette légumineuse, elle fertilise le sol en azote pour la culture qui vient l'année d'après. Donc, mettre des légumineuses en association, les haricots sous le maïs, et en rotation, éventuellement une légumineuse, une prairie temporaire, après quelques années de blé, de betterave, de colza, une prairie temporaire de 3 ans, une luzerne, etc., va réenrichir le sol en azote. Et puis, je ne vous cache pas que l'agriculteur me montrait son blé avec les lentillons, sachant que j'étais agronome, il disait, là, après récolte, les micro-organismes trouvent le carbone de la racine du blé, trouvent l'azote de la racine du lentillon, un bon dosage carbone-azote, et bien figurez-vous, ça fabrique de l'humus sans même qu'on amène du fumier. Et je ne vous cache pas, pour moi c'est injurieux, moi, grand défenseur du fumier. Pour des raisons objectives. Le fumier, je suis un grand défenseur parce que c'est le carbone de la paille et l'azote de l'urine. Moi, ça me fait un peu mal de voir qu'en Bretagne, il y a excédent d'animaux et qu'on ne les met plus sur la paille parce que la paille est dans le bassin parisien. Alors, j'essaie de me comprendre, je vois que ces animaux sont élevés, donc ils sont plus élevés sur la paille, hein, les cochons, les ruminants, c'est sur calbotis, et donc sur le béton, c'est pas du bien-être animal, hein, tout de suite, et évidemment ça urine. Et donc il n'y a plus du fumier, c'est du lisier. Et le lisier, ça coule. Et l'azote est à l'état nitrate. Oh, ça nous fait de très belles algues vertes sur le littoral du Breton. Et puis alors, évidemment, dans le bassin parisien, il n'y a plus l'azote de l'urine.
Donc on met l'azote de l'urée, fabriqué avec du gaz naturel russe. On pourrait revoir un peu la copie, si vous en êtes d'accord. Donc on va arrêter ça, mais effectivement, il y a urgence, je vous le dis tout de suite, de rétablir les légumineuses dans nos rotations, dans nos assolements et autres. Et je ne comprends pas pourquoi la France qui exporte la moitié de son blé, donc on a aujourd'hui le double de ce dont il est nécessaire, qui exporte de la poudre de lait, on est excédentaire en sucre, on est excédentaire en grand nombre de produits, pourquoi nous sommes déficitaires en protéines végétales destinées à l'alimentation humaine et animale. Je vous ferai, ça c'est pour le débat de tout à l'heure, c'est plus le cours d'agroécologie, c'est une opinion politique. Je suggérerais, si vous êtes d'accord, que nous retrouvions notre souveraineté protéinique, que sur le sol français, on aurait des humains et humaines français, on aurait des animaux français, nous cultivions des légumineuses françaises qui attachent un de l'air français. Je voulais que ce soit dit, le franchouillard, faisez-vous l'arc du feu. Sauf, excusez-moi, c'est pas franchouillard du tout. Parce que quand je suis au Brésil et que je fais cette provocation, je dis il nous faudrait mettre des droits de douane. Vous savez que c'est la question, est-ce qu'on va ratifier le Mercosur, hein? Ça, c'est pour le débat politique. Mais quand je suis au Brésil, quand je dis il faudrait que l'Europe retrouve sa souveraineté protéinique, mette des droits de douane à l'importation de notre soja transgénique, de surcroît, que nous retrouvions notre souveraineté protéinique, etc. Alors il y a toujours évidemment un exportateur de soja qui dit vous êtes peut-être bon agronome, monsieur Fumier, vous êtes bien piètre économique, vous n'avez pas lu Ricardo, vous n'avez pas lu les néoclassiques, j'enseigne Ricardo les néoclassiques, j'ai enseigné aussi ça. Donc, et la théorie néoclassique est une rigueur absolue, hein. C'est pas ça que je remets en cause. Il ne faut surtout pas oublier les hypothèses au départ de la théorie néoclassique, c'est ça qu'il faut regarder. Et regarder si notre monde s'éloigne de ces hypothèses-là. Mais ils me disent la spécialisation sur les avantages comparatifs, avec vos lupins, vos fébroles, vos pois fourragers, vous ne pouvez pas être compétitif avec votre soja. Donc c'est 40 000 hectares d'un seul tenant, dans l'agriculture, on a beaucoup de matériel. Et donc il faut que vous renonciez à faire des protéines chez vous, vous le fichez chez nous, et nous, on achètera votre champagne. La spécialisation sur les avantages comparatifs, c'est gagnant-gagnant. On s'échange le soja. Mais n'empêche que dans beaucoup de pays où on a faim, on a fait croire ça aussi. Hein. Abandonner le blé de sorgho, non, vous les Sénégalais, pas de mil, pas de sorgho, il faut appliquer de l'arachide, vous avez un avantage comparatif, pas d'arachide, en France, on ne sait pas faire de l'arachide, c'était quand même ça. Hein, donc cette spécialisation sur l'avantage comparatif, elle a été dictée, c'est le libéralisme économique inspiré de la théorie classique, la théorie rigoureuse, mais la politique libérale en question aboutit effectivement à ce que les gens, aujourd'hui, se sont payés café, cacao, en Côte d'Ivoire. Alors, c'est café, cacao, Cameroun aussi, Congo aussi, la Côte d'Ivoire, et puis le Costa Rica, le Nicaragua, le Salvador, et puis la Papouasie, et tout le monde sait du café, tout le monde sait du cacao, et quand il y a surplus de café et cacao, ben on est autant rémunéré que si on faisait du manioc, de l'igname, etc. Ça ne rapporte pas plus que de faire des villes. Et vous savez, moi, ça me fait mal de savoir qu'on met en concurrence des gens qui travaillent la main, là-bas, avec nos excédents de céréales et autres. Ça me fait très mal. Et vous savez que la pauvreté dans le monde, la faim, la malnutrition, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de nourriture sur le marché mondial. Pour nourrir correctement quelqu'un, un habitant, c'est une moyenne. Hein. Alors avec peut-être moins de protéines animales que ce à quoi certains d'entre nous sommes accoutumés, il faut produire 200 kg de céréales par habitant par an. La production mondiale a besoin de 330 kg de céréales par habitant et par an. Mais pourquoi donc y a-t-il autant de gens pauvres qui ne parviennent pas à avoir accès à cette nourriture? C'est ma question pauvre. Et qui sont ces pauvres? C'est des gens qui pratiquaient l'agriculture à la main et qui n'ont pas été compétitifs, n'ont pas pu épargner. Et même les formes d'agriculture inspirées de l'agroécologie, dont je vais vous détailler ça tout à l'heure, et bien même eux ne parviennent pas à faire les investissements nécessaires. Ils n'arrivent pas, il faudrait une charrette pour transporter des bouses et fertiliser. Là, ils n'ont pas la charrette, ils n'ont pas la traction animale, parce que travailler en Allemagne, ils n'ont jamais eu à faire de traction animale. Et puis vous avez d'autres, celui brésilien, là, l'autre brésilien, celui qui va me dire n'écoutez pas l'exportateur de soja. Lui, l'autre, il désherbait, il a été remplacé par un désherbant, le glyphosate, très utilisé au Brésil. Du coup, il a perdu son emploi, il se retrouve dans un bidonville. Et vous savez que dans son bidonville, il n'a pas de revenus, il n'a pas d'emploi, pas de revenus. Il ne peut même pas acheter le soja brésilien, dont le Brésil est excédentaire. Il y a des gens qui ont faim, qui n'ont pas accès à du soja brésilien, parce que ce soja brésilien est exporté pour nourrir nos cochons.
nos cochons sont plus riches que les pauvres brésiliens. Alors, il paraît que c'est pas comme ça qu'on parle. C'est nos usines d'aliments du bétail sont plus solvables que les brésiliens. Mais excusez-moi, c'est l'écart de revenus à l'échelle mondiale qui est à l'origine de la cause de la fin de la malnutrition. Et cette agriculture industrielle qui a contribué à peut-être produire pas cher un lait qui nous coûte cher pour payer des impôts pour les sacs de verre, la poudre de lait qui coûte très cher à des gens qui évidemment peuvent plus pratiquer les vaginité, parce que la poudre de lait qui est concurrencée là-bas, et puis effectivement, y compris des pays excédentaires, mais ne parlent pas de nourrir leur peuple, parce que nos cochons sont plus riches. Et honnêtement, moi je ne comprends plus rien. Savoir que pour nourrir nos cochons, on a été chercher du soja au Brésil, on a importé surtout de soja, on donne à des animaux en surface, qui urinent, pas sur la paille, chercher l'azote au Brésil pour fertiliser l'algue verte, il n'y avait pas ça circuit court. Et l'autre, le bassin parisien, comme il n'y a plus d'urine, je dis, du gaz naturel russe. Ah, mais ça, circuit court. Non, on va devoir gérer en circuit court le cycle de carbone, la photosynthèse, le cycle de l'azote, les légumineuses, en circuit court, le plus rapproché possible, dans les rotations, dans les dessolements et autres. Et il avait raison, hein, le monsieur, on peut y compris fabriquer de l'humus sans mettre du fumier, en association très étroitement, ces deux plantes-là, en carbone et azote. Ça, c'est l'agriculture moderne de demain. Oui, voilà. Alors, je vais aller un peu vite. Population biologique, réconcilier l'agriculture élevage, réconcilier l'agriculture. Et maintenant, les éléments minéraux. Les éléments minéraux, là, il y a peut-être une inquiétude. Et c'est le phosphate pour lequel j'ai plus d'inquiétude. Et le phosphate, effectivement, il faut. Alors, calcaire et tout, il faut tout de suite. Comment on va faire pour le phosphate? Et vous avez déjà eu, je crois, des conférences totalement sportives sur la question. Alors, les mines de phosphate, on va dire qu'elles sont en voie d'épuisement et que le coût d'exploration et d'exploitation des nouvelles mines de phosphate, on parle de la Norvège, peut-être un peu du Brésil, c'est hyper coûteux. Alors la question, c'est évidemment pas gaspiller, mais ça c'est un peu comme l'azote de nos urines. Le phosphate des animaux, tout ça, il ne faut pas fertiliser les sacs de verre, il faut aussi le fumer, on remet, économie circulaire de dernière minute, de recyclage, ouf, pour éviter les dégâts dans le littoral. Et ça permet de fabriquer le phosphate aussi. Alors, pour les eaux humaines, je ne vous cache pas, parce que nous aussi, on dégage dans nos urines le phosphate pour la manger, nos tissus cieux, on fait des choses comme ça. On pourrait utiliser les boues d'épuration. Sauf que les boues d'épuration, si elles sont fréquentées des eaux industrielles, elles sont riches en plomb, mercure, cadmium et métaux lourds. Donc moi, je suis très prudent sur les boues d'épuration pour la fertilisation des sols. Par contre, les efforts d'élevage, de fumier plutôt que de viser, ça j'ai déjà dit, là, on peut y aller tout de suite, et on n'est pas obligé de transporter ça sur longue distance si les exploitations associent étroitement agriculture et élevage. On va remettre des produits dans le bassin parisien. On ne les chantera pas. On va y être obligé. Il y a déjà quand même quelques personnes qui le font. Mais voilà. Et donc, la question devient quand même, est-ce qu'il vous faut trouver du phosphore ailleurs? Alors la réponse est quand même oui. Est-ce qu'on peut en trouver? La réponse est quand même oui. Est-ce qu'on peut en trouver beaucoup? La réponse est quand même oui. Mais le mais, c'est que c'est très faible dose, enfin faible dose, dans la roche-mère, en sous-sol, le granit, le grès, le schiste, le calcaire, toutes ces roches sont faites d'éléments minéraux. Et évidemment, réduire ces roches en poudre extrêmement fine pour rendre ces éléments minéraux assimilables par exemple, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez. Les agriculteurs biologiques utilisent du phosphate naturel, alors d'abord, il est difficilement soluble, mais même eux, pour que ce soit accessible à la plante, il faut vraiment le réduire en poudre extrêmement fine pour que ce soit assimilable. Néanmoins, tous les jours, autre bonne nouvelle quand même, tous les jours, les roches-mères en bas de sous-sol sont altérées par le climat. Tous les jours, ces roches-mères nous libèrent des éléments minéraux, dont le phosphore. Le problème, c'est que c'est pas accessible à un racine de blé, et du coup, ça s'écoule après avec la pratique et ça va fertiliser des algues vertes dans un littoral lointain, très longtemps. Mais néanmoins, si vous avez des arbres avec des racines profondes qui vont aller au contact de la roche-mère, d'intercepter ces éléments minéraux, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille monte la terre, et ça fertilise la couche arabe. Et on retourne à terre. Et donc, là, on extrait les éléments du sous-sol pour le remettre au sol. Oui, les arbres vont jouer un rôle décisif. Là, on va remettre des, on l'a déjà dit, pour empêcher l'eau de ruisseler. Ça peut servir de brisant. Et maintenant, on est en train de découvrir que ça peut servir de fertilisant. Les feuilles mortes qui tombent à terre, pour que le pommier dans la prairie avait des raisons d'exister. Et donc, oui, l'agroforesterie, certains, les cultures sous-parcs arborées
le réembocagement de certaines régions peut être pour multiples raisons, dont l'éventuel rôle fertilisant des arbres qui vont aller chercher les éléments minéraux en profondeur et les restituer à la surface au moment où la feuille morte tombe à terre. Et si en plus, vous avez dans ces racines d'arbres des champignons, un peu comme la truffe, qui s'incrusent dans la racine, des champignons mycorhiziens, les mycorhizes, qui s'incrusent dans la racine, qui vont se goinfrer de l'énergie photosynthétisée par la plante, et avec cette énergie, développer un mycélium extrêmement fin. Évidemment, ils vont aller encore plus facilement chercher les éléments minéraux quand la roche mère est altérée, le restituer à l'arbre, qui va le mettre dans ses feuilles, et la faire tomber à terre. Mais vous avez aussi 80% des plantes annuelles, donc à hauteur des racines de plantes annuelles. Vous avez les champignons mycorhiziens qui s'incrustent dans la racine de la plante, se goinfrent des glucides photosynthétisés par la plante, tous les cas des panneaux solaires, donc des glucides, développent un mycélium, et là vont aller chercher des éléments minéraux qui sont déjà dans la couche superficielle, la couche arabe, comme on dit. C'est déjà là, sauf que c'est coincé dans les argiles, et les plantes, même avec les racines les plus filamenteuses, ne parvenaient pas à retirer ces éléments minéraux qui autrefois étaient dans la roche, qui ont été, évidemment, comme la roche a été altérée, ils ont été coincés dans le sol, mais coincés dans les sites internes de l'argile. Ces champignons mycorhiziens parviennent à pénétrer entre les feuilles d'argile, les solubiliser, le phosphate, et les restituent à la plante dans y retirer de l'énergie. Nouvelle symbiose qui se passe en terre, décisive, et là je vais vous dire, nourrir correctement, durablement 10 milliards d'habitants sur la planète, nous, on pourrait s'autoriser à produire moins de rendement, mais à de moindre coût. Notre agriculture productiviste, elle est très destructrice. On détruit les engrais, on détruit les carburants, on détruit les pesticides, on détruit les prédateurs. Nous, c'est la valeur ajoutée en termes monétaires qu'il faut maximiser, et puis évidemment minimiser les coûts sanitaires environnementaux. Voilà. On n'est pas sans solution. Oui, il y a des formes d'agriculture. Chez nous, alors, la permaculture est une forme d'agriculture biologique qui accroît les rendements. Les autres formes d'agriculture biologique, c'est pas vrai, le temps de ressusciter les muscles du sol, le temps de retrouver les coccinelles, le temps de retrouver les... Mais vous avez compris, c'est pas d'ailleurs seulement donc, les abeilles, les pollinisateurs qui sont là, c'est les coccinelles. Et le jour où vous arrivez à remettre une biodiversité avec des arbres, des arbustes, des associations végétales, ben, vous verrez, les mésanges bleus, la rôde, la haie, ils vont s'attaquer aux papillons de nuit, pas de carpentaxe, pas de petits vers, pas de pesticides dans la pomme. Dans la bande enherbée, vous avez des carabes qui vont s'attaquer aux limaces. Pas d'insecticides. Et puis évidemment, dans la forme arbustive, c'est là que les cires, c'est là que les abeilles sauvages, les papillons, les pollinisateurs, les coccinelles, et du coup les pucerons. Et puis on va chercher des variétés tolérantes. Vous savez, si vous avez des pucerons, vous cherchez des variétés pleines de poils. Là, la feuille velue. L'insecte piqueur, il fait piquer et la sève, il n'y arrive pas. Vous avez des chenilles sur ces feuilles lisses. Le développement sur l'œuf, l'œuf tombe tout de suite à terre. Le développement de l'arbre sur la feuille. Et vous avez même des plantes qui tolèrent la présence simultanée d'insectes piqueurs suceurs et de chenilles, feuilles lisses. Alors comment se fait-il que les insectes piqueurs suceurs ne parviennent pas à piquer et sucer la sève et détruire la plante? Et bien, en fait, ils piquent, ils font un trou, et là, de la sorte, pas toutes les plantes, attention, c'est quelques plantes, mais on commence à mieux comprendre. Il y a un gaz volatile qui se dégage et qui attire la coccinelle qui va s'attaquer au puceron. Voilà. Les interactions. Alors, les interactions dans le sol, j'ai évoqué, c'est évidemment pour l'essentiel, pour nourrir correctement et durablement l'agriculture, c'est la porosité, la gestion de l'eau, la séquestration du carbone, de l'azote dans les sols, et puis évidemment les éléments minéraux, les puiser dans les argiles, c'est les champignons mycorhiziens, et puis aller les chercher donc en sous-sol, on ne manque pas d'une énorme biodiversité dans les sols, végétale ou champignonnesque, c'est pas la végétale, je veux dire, les bactéries, puis après, les vers de terre, les cohortes, les colomboles, etc. Et c'est ça qui est dans le titre. Oui. L'agriculture moderne de demain, elle est artisanale. Et voilà, je vais arrêter mes propos. Il paraît que c'est ça le gros défaut. Vous savez quel est le défaut de ce que je raconte? Une agriculture diversifiée qui rétablit les écosystèmes, qui permet à tout le monde de se nourrir correctement. On ne fait pas de tort à personne, ni aux Brésiliens, ni aux Sénégalais, et autres. Et puis, l'élevage à l'herbe, mais je n'ai pas parlé des riches en oméga 3, ce genre de choses. Le gros défaut de cette agriculture, c'est qu'elle est artisanale, elle est exigeante dans le travail. Voilà, on me dit, je suis votre agriculture, elle est intensive en emploi. Moi, je pense que l'agriculture intensive en emploi dans des pays comme nous, où il y a du chômage, aider l'installation des jeunes, restituer des ceintures vertes, enfin, ce genre de choses, des jardins partagés, aider l'installation de jeunes informaticiens qui veulent se convertir à l'agriculture. Mais il faut rémunérer correctement le travail et alléger sa pénibilité. Ça va être ça l'enjeu. Mais cela, on peut en débattre. J'ai peut-être déjà trop long. Voilà.
Et bien donc, la gestion du timing. Donc on va pouvoir passer aux questions. On a un quart d'heure pour les questions. On est très militaire. Bonsoir et merci. Une question sur l'agriculture de conservation des sols dont on entend de plus en plus parler en France. Moi, j'ai entendu plusieurs agriculteurs qui faisaient ça, qui sont une toute petite minorité, et qui font ça, du coup, donc c'est le principe de ne pas laisser la terre à nu, d'avoir des cultures interstitielles, mais du coup, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire ça sans glyphosate. On a entendu parler avec le débat sur l'interdiction du glyphosate. Alors, est-ce que c'est vrai, et dans quelle mesure est-ce que c'est vrai, quelles sont les alternatives? Alors, ce débat aboutit d'ailleurs parfois à des programmes sectaires, agriculture biologique, donc sans glyphosate, et agriculture de conservation. Les bio, pour éliminer les herbes concurrentes, elles sont quand même un peu contraintes de labourer, de mettre l'herbe à l'obscurité, comme ça elle ne proliférera pas trop. Et l'agriculture de conservation qui ne fait pas de labour, ben, du coup, ils ne peuvent pas mettre l'herbe à l'obscurité, et du coup, on emploie ce fameux désherbant, le glyphosate. Donc c'est très vrai, ce débat a lieu. Et du coup, évidemment, ce qu'il nous faut impérativement concilier, c'est les deux. Et je vous dis tout de suite, là, ils sont encore très peu nombreux en France, hein, pour être honnête, des gens qui pratiquent une agriculture de conservation et bio. Je dis tout de suite, c'est quasiment tous les gens que je connais. C'est une rotation longue, d'au moins 9 ans. Une tête de rotation, qui peut être une pomme de terre, etc. Alors, on peut faire, y compris sans labourer. Alors, on peut s'autoriser jusqu'à fendre hein, le sol, mais jamais labourer, le retourner, voilà, dans l'agriculture de conservation. Mais dans la rotation, outre l'année temporaire, au cours de laquelle les herbes adventices, que j'appelais mauvaises herbes autrefois, vont être fauchées avant de monter en graines, et puis le champ que vous voyez là, le champ, dans la rotation, les herbes adventices pullulent, et le champ les rattrape et fait un tel ombrage que ça ne fleurit pas, ça ne monte pas en graines. Ben, je vais vous dire, si dans une rotation de 9 ans, par 2 fois, les herbes adventices vous empêchez leur prolifération, et bien effectivement, vous pouvez vivre avec. L'agriculture moderne de demain, elle n'éradique plus, hein, c'est terminé, on n'éradique plus, on vit avec les ravageurs, on vit avec les agents pathogènes, on vit avec les herbes concurrentes, mais on minore la prolifération, on minore les ravages. Là, oui, vous avez des gens qui parviennent effectivement à minorer les ravages de la concurrence d'herbes adventices en les empêchant dans une rotation de 9 ans par 2 fois. On fait à peu près 2-3 ans déjà. Donc, sur les 9 ans, il y en a quand même, disons 3 ans au moins, sur lesquels les herbes sont vraiment handicapées pour se reproduire. Donc oui, on va devoir promouvoir ce type de truc. Il y a déjà des gens, et en nombre croissant en France. Et tous ont du champ. Ça, je vous le dis tout de suite, il me dit même qu'il est bien plus efficace que la prairie temporaire. Donc on peut concilier les deux. J'ai une question sur le modèle économique de la transition, parce qu'effectivement, pour aller vers l'agriculture moderne que vous décrivez, on voit en ce moment que depuis longtemps, enfin, on n'avait pas vu ça depuis longtemps, pardon, l'agriculture biologique était en croissance dans les cabis des consommateurs, et là, avec l'inflation, c'est en train de diminuer. Donc, comment vous voyez le modèle pour passer de l'ancien monde au monde moderne? Voilà, alors je m'attendais un peu à cette question. Tout à l'heure, j'ai voulu parler surtout science, même si, quand même, la vision à Zemmour n'était pas très bien. Moi, j'ai fait déraper quand même plus sur la politique, mais là, maintenant, la discussion est hautement politique. Donc, je vous présente mon programme. Je récolterai après les 500 signatures. Alors, il nous faut revoir complètement nos politiques agricoles. À l'échelle territoriale, on verra éventuellement les plans alimentaires territoriaux, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Pour de multiples raisons, la politique agricole commune d'autrefois était une politique des prix. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, quand nous étions déficitaires, la France et l'Europe des 6, à un moment, on était déficitaires, on avait mis des droits de douane à l'importation de blé nord-américain, nos agriculteurs étaient correctement rémunérés. On mettait des droits de douane aux poudres de lait ou au lait de Nouvelle-Zélande et autres, plus cher. Et le sucre, pareil. Mais à l'époque, déjà, dans Marshall, les Américains nous avaient demandé de ne pas mettre de droits de douane aux protéagineux. Et très vite, les agriculteurs français sont devenus excédentaires. On sait pourquoi. Il y avait des protections et déficitaires, les fameuses protéines végétales dont je parle, le soja transgénique aujourd'hui, ça date de cette époque, les produits pour lesquels il n'y avait pas de protection. Très vite, ça a été dénoncé quand, pas seulement l'Europe des 6, 8 et 15 est devenue excédentaire, on a commencé, pour maintenir des prix élevés, à subventionner nos exportations. Donc, non seulement nous exportions vers le Sénégal
du blé qui est en concurrence avec les mines et le sorgho, mais en plus nous subventionnons nos agriculteurs parce que c'était vendu dans un pays pauvre moins cher que ce qui était rémunéré nos agriculteurs. Ça a été dénoncé comme dumping. Ensuite, donc le GATT est devenu OMC, les conférences commerciales, et du coup, il a fallu mettre fin au dumping, et du coup, ça a été des subventions, mais évidemment, des subventions qui étaient des aides compensatoires à la baisse de revenus du fait que désormais, les agriculteurs allaient être payés au prix internationaux. Et du coup, ces aides, celui qui exportait beaucoup de blé, il était, pour compenser, on était obligé de donner beaucoup de subventions. Et du coup, aujourd'hui, les subventions sont proportionnelles à la surface. Ça va faire rapide. Et moi, je suggérerais que les 9 milliards d'euros de la politique agricole commune qui retournent aux agriculteurs sous la forme de subventions, ah, vous avez besoin d'aide, ah, vous êtes des mendiants, on va vous aider. À partir de maintenant, non. On vous demande, s'il vous plaît, par la voie contractuelle, si vous êtes d'accord, les techniques sont capables de séquestrer du carbone. C'est peut-être remettre des mots sur la paille, la priorité d'élevage, c'est peut-être remettre des haies, des morts qui vont tomber. Et ces techniques qui seraient capables de séquestrer du carbone, moins d'innovation dans la vallée, on est conforme à la COP21, c'est un service d'intérêt général. C'est logique que ce soit le contribuable qui paye. Ben écoutez, on fait un contrat sur 5 ans et on vous rémunère. On vous rémunère par la contractuelle. Vous n'êtes plus des mendiants qui exigeaient des aides. Vous êtes des gens qui sont fiers, droit dans vos bottes, vous nous rendez un service d'intérêt général. Vous mettez des légumineuses dans vos champs. Vous nous évitez des importations de soja transgénique. C'est pas de tort aux Brésiliens, on l'a vu. Vous nous évitez des importations de gaz naturel russe. Ça nous évite des émissions de protoxyde d'azote. La légumineuse va ressusciter des abeilles à l'université. C'est d'intérêt général. Mais dites-moi à quel prix êtes-vous prêt à nous rendre ce service? À ce prix-là, top là, un contrat de 5 ans, je vous paye ces infrastructures. Voilà, des gens dignes, droit dans leur botte, nous rendent un service d'intérêt général, on les rémunère, moi, mes impôts, si ça sert à ça, je ne peux pas payer des impôts. Hein. Voilà. Et alors, il nous faut, je vous le dis tout de suite, à l'échelle territoriale, on dit qu'il y a déjà des plans alimentaires territoriaux, etc. Eh bien, écoutez, si les parents d'élèves exigent pour leurs gamins, parce que c'est ce genre-là qui est perturbateur endocriniens sont les plus gros défauts, ils exigent que tout soit bio à la cantine. C'est terminé. On exproprie les gamins à ces perturbateurs endocriniens. Et donc, s'il vous plaît, les écoles, les collèges, les lycées, les restaurants universitaires, et je ne vous cache pas, je commence à regarder du côté des EHPAD. Mais ce n'est pas à mon âge que c'est le problème. Eh bien, écoutez, l'idée, on se donne 5 ans, et à partir de maintenant, ce sera tout bio, par la voie contractuelle, avec des gens qui font du bio, parce que c'est comme l'agriculture biologique qui relève le plus de l'agroécologie, même si l'agriculture de conservation y relève un peu, hein, c'est pas l'agriculture biologique. Un pesticide naturel, c'est un pesticide, peut progresser encore. L'agriculture biologique, on est d'accord. Mais là, comme on a déjà ces labels, etc., allons-y. Et bien du coup, on assure un marché à un prix rémunérateur et sur une période stable pour les gens. Oui, on vous achètera vos fruits, vos légumes, vos fruits, vos céréales et tout, quand vous aurez. Ça changerait un peu les coûts. La transition, c'est un peu plus vite que maintenant. Où on s'interroge, est-ce qu'on va ratifier par le Mercosur? On avait interdit les néonicotinoïdes, on va les remettre. Puis les glyphosates, oui, on en a pour 10 ans. Non, mais à un moment, il faut arrêter. Hein. Non, il y a des outils politiques. Moi, je crois que l'expérience locale des collectivités territoriales, d'arriver vraiment, parce que les plans alimentaires Télon ne sont pas des coquilles vides, mais vraiment une alimentation saine et un marché garanti à des producteurs par la voie contractuelle, ça, c'est une belle porte d'entrée pour dire, allez, on change aussi à l'échelle nationale, on change à l'échelle européenne. Maintenant, le Green Deal, on va l'appliquer. On a promis, on va faire. Alors, oui, il y a une question au fond, mais je ne réponds pas à la question. Une question à propos des légumineuses. Comment on pourrait se passer des énergies fossiles pour cultiver les légumineuses et les céréales? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Énergie fossile. Alors, la légumineuse a l'avantage, c'est qu'elle n'a pas besoin d'engrais azotés de synthèse, hein, puisqu'elle produit elle-même la fertilisation azotée biologique. Après, la fertilisation, sans les énergies fossiles, ça va être les champignons mycorhiziens, les charmes, les bocages. C'est un peu tout ce que j'ai raconté. C'est vrai que je n'ai pas montré beaucoup de photos, mais ça peut être les fleuris, ça peut être les ruches, etc., les insectes, mais ça peut être l'ombricompostage, hein, je n'ai pas suffisamment parlé, mais là, de l'autre côté de ce tunnel, vous voyez là, la mairie pousse le déchet organique, et ça met 6 mois à transiter jusque-là, et là, ce que vous voyez devant vous, c'est un lombricompostage. C'est les lombrics qui ont fait le travail de digérer tous ces matières organiques, c'est un excellent fait. Vous pouvez accroître les rendements de céréales, et
on mettra aussi des légumineuses dans la rotation. C'était plutôt à propos des carburants. Et les carburants, c'est quand même vrai, alors que moins on travaille le sol, moins on consomme. Mais n'oubliez pas hein, que l'énergie fossile, et je le disais tout à l'heure, hein, c'est pas tant le carburant du tracteur, la moissonneuse, de la motopompe, que l'énergie fossile pour les engrais azotés de synthèse, hein, la consommation agricole. Mais oui, mais même le zéro labour, vous consommez moins de carburant. Oui, les techniques en question, on fait très. Oui, y compris ça, y compris l'ombricompostage, l'énergie, c'est l'énergie, l'ombric. Et si on utilise l'eau de pluie et non pas la pompe, la nappe phréatique à pomper, il n'y a pas de motopompe, il y a moins de carburant. Sauf que les bassines ont été cherchées en bas. Voilà. On les expose au soleil et ça s'évapore. Bonsoir. Carburant. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne sais pas si vous avez vu récemment qu'au niveau européen, il y a eu un échec du vote sur le règlement sur l'utilisation durable des pesticides. Il y a beaucoup de gens au niveau européen qui pensent que c'est la fin du Green Deal, notamment la fin des réelles ambitions écologiques de l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un avis là-dessus, théorique potentiellement? Je ne sais pas si je me dis au début, qu'est-ce qui met fin aux pesticides? Il y a eu un échec du vote sur le règlement sur l'utilisation durable des pesticides. Et donc beaucoup de gens pensent que c'est la fin de la réelle ambition, des réelles ambitions écologiques du Green Deal. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. La réelle fin de l'ambition écologique. Prenons-la de manière plus générale alors, mais on voit que l'Europe a eu beaucoup de mal à mettre en place sa stratégie Farm to Fork, qu'aujourd'hui beaucoup de gens considèrent ça comme un échec. Est-ce que vous pensez que les ambitions écologiques, notamment sur la transition alimentaire en Europe, sont en péril, voire en échec? Oui, alors là j'ai bien compris la question. Oui, alors, excusez-moi, oui, parce que je comprenais la question, j'avais compris à l'envers. Mais oui, alors déjà, la première défaite, c'était la réforme de la politique agricole commune. Donc il y a déjà 2 ans, et qui est maintenant mise en œuvre. C'est quand même vrai que déjà le Green Deal était déjà, le pacte vert était déjà annoncé par la nouvelle commission. On venait de changer le Parlement européen, on venait de changer de commission. Il y avait un pacte vert, le Green Deal qui était annoncé, et on a utilisé les propositions de l'ancienne commission pour réformer la politique agricole commune. Alors effectivement, à l'échelle de l'Europe, effectivement, ce n'est pas le Green Deal qui est mis dans l'application, et on réautorise très régulièrement les pesticides. Alors, en France, on s'est autorisé les néonicotinoïdes, là c'est le glyphosate pour lequel la Commission vient de faire pour 10 ans. Mais oui, il y a un refus délibéré de gens soumis à des lobbies et pas convaincus par les arguments de l'agroécologie scientifique. Je pense qu'ils n'ont pas écho. Et c'est souvent sur le truc, oui, mais c'est probable, c'est cancérigène probable. Puisque ce n'est pas avéré, maintenant, les lobbies, c'est ça. Ou alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, c'est un échec. Hein. C'est un échec. Mais alors, si votre question c'est, je suis sûr que vous paraissez très optimiste sur le plan technique, et est-ce que vous l'êtes encore sur le plan politique? D'abord, vous avez le droit de ne pas me poser de questions. Et je vous le dis tout de suite, je réponds par une pirouette. Optimiste ou pas, ou pessimiste par rapport à nos politiques agricoles en question, est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? Figurez-vous, je n'attends pas de le savoir pour rester mobilisé. Ce n'est pas une réponse. C'est des gens. Si vous saviez que le ministre de l'Agriculture, parce qu'il y avait de la jaunisse sur la betterave, il y a des moyens de développer la betterave justement par les quantités d'interaction, etc. Si vous saviez que ce ministre a été mon ancien élève, vraiment, le prof était franchement mauvais. Il y a des moments, je ne suis pas heureux. Bonjour. Oui, pardon. Oui. J'avais une question ici. Il faut lever la main très haut. J'avais pardon. une question concernant la gestion des espèces invasives déjà présentes dans certains écosystèmes. Comment vous imaginez donc l'évolution de ces espèces selon le modèle d'agroécologie présenté? Alors, oui, alors ça, c'est des gros problèmes. Alors, c'est clair que plus l'écosystème est diversifié, moins les risques de gros dégâts commis par les espèces invasives, moins il est élevé. C'est quand même un peu vrai.
Maintenant, on est parfois invité, pour accroître la biodiversité d'un écosystème, d'introduire des espèces exotiques. Alors là, il faut être hyper prudent. Et je ne vous cache pas que ça fait partie un peu des débats sur, alors là, c'est pas les espèces invasives, hein, donc effectivement, il faut trouver globalement un prédateur du ravageur, si c'est un ravageur, ou une herbe adventice qui permette, y compris de souffler l'herbe invasive en question, de changer les écosystèmes. Mais c'est quand même la réponse un peu générale, c'est la biodiversité. Dans les débats très actuels, et je crois auxquels certains d'entre vous avez eu accès, parce que vous avez eu des conférences sur les mycorhizes, on s'interroge, moi je me suis partagé, entre est-ce qu'il faut, puisqu'on a bousillé beaucoup de champignons mycorhiziens en employant des fongicides, hein, pour guérir des maladies, on a mis des champignons, des fongicides, des champignons pathogènes de la plante, et quand ça tombe à terre, ça tue les champignons utiles, les champignons mycorhiziens du sol. Mais néanmoins, il y a quand même dans le sol des champignons mutants qui ont résisté. Alors je ne dis pas qu'ils sont invasifs, mais ils sont là. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que c'est seulement pour les réactiver qui jouent un rôle utile plus important qu'aujourd'hui, alors qu'effectivement aujourd'hui, on a quand même beaucoup détruit, ou est-ce qu'il faut commencer à les importer d'ailleurs? Et donc, j'ai rédigé la préface d'un livre qui s'appelle L'Ifofère, litière forestière fermentée. C'est des gens dans les Cévennes, plutôt inspiration Pierre Rabhi, hein, mais qui du coup introduisent des champignons mycorhiziens, des spores et sclérotes de champignons mycorhiziens, à travers ces litières forestières fermentées, sur des terres agricoles où les champignons mycorhiziens avaient été détruits. Je crois que Marc-André Sellos, pour qui j'ai le plus grand respect, c'est vraiment la tête, il est plutôt réservé là-dessus, pour des questions qui ont un peu à voir. Alors, il y a deux choses. Éventuellement, le côté invasif, quand on réintroduit une espèce exotique dans un autre lieu, ou alors l'inverse, éventuellement, c'est que les champignons mycorhiziens déjà là font une telle concurrence à ceux importés que ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous en a parlé, en tout cas ce débat, et moi je suis très attentif à ça. Parfois, oui, on ne mangerait pas de pain si on n'avait pas introduit du blé de Mésopotamie. Les Français n'auraient pas la baguette. Donc attention, oui, parfois, ce n'est pas complètement inutile d'introduire des espèces exotiques. Il faut être très vigilant. Mais une fois que l'espèce est invasive, végétale ou animale, hein, c'est dur à s'en passer. Et après, on regarde effectivement la pyrale du buis. Bon, il y a des buis qui commencent à résister. Donc, c'est peut-être ça qui va. On va prendre une dernière question, et après, il y aura éventuellement moyen de continuer les échanges autrement, mais on arrivera au bout du temps, j'en suis navré. Ah, je voulais vous demander, alors si vous êtes élu, là, après vos 500 signatures, qui c'est que vous prendriez comme ministère de l'Agriculture? J'ai du mal à entendre. Si vous êtes élu après avoir eu vos 500 signatures, qui est-ce que vous prendrez comme ministre de l'Agriculture? Ça, c'est une bonne question. Parce que la FNSEA en ont plein à vous proposer. Hein. Non, mais à la limite, effectivement, il vaut mieux quand même quelqu'un qui soit bien agroécologue, mais soucieux vraiment de l'alimentation. Il faut. Le ministre de l'Agriculture aujourd'hui, le profil, c'est quand même un peu une connaissance d'écologie, hein, et d'agroécologie, ça va de soi. Mais il faut aussi des préoccupations sur la santé, sur l'alimentation, sur l'environnement marin aussi. Donc, pour moi, le profil, c'est quelqu'un qui a une proximité avec le peuple et les préoccupations du quotidien, des parents d'élèves, des gamins, de tout ça, puis des revenus, hein, parce que l'agroécologie, quand il faut que ce soit intensif en emploi et correctement rémunéré, c'est d'autres conditions sociales, c'est un autre usage de nos impôts. C'est aussi justice sociale et écologie. Donc je veux aussi une ouverture sur ces questions sociales. Mais il y a une analyse systémique pour ce qui est de toutes ces interactions. Je n'ai pas de personne complètement sous la main. Ce ne serait peut-être pas M. Julien Normand. Oui, non, ça l'est. Une dernière question, vous avez parlé de la ceinture verte qui à Strasbourg est de nouveau vivante depuis l'année dernière, depuis son centenaire. Elle a même une page Facebook. Et qu'est-ce que vous pensez, pourquoi, c'est une question, pourquoi est-ce que l'eau des toitures de la ville, la ceinture est au milieu de la ville, pourquoi est-ce que l'eau des toitures de la ville n'est pas utilisée pour alimenter les plantations de la ceinture verte? Ça me paraît ahurissant. Elle finit chez nous dans les égouts. Oui, alors, je ne suis pas forcément la spécialiste de la question dans l'urbanisme. La récolte des eaux, effectivement, et le transport après vers une ceinture qui est peut-être un peu extérieure, je n'ai pas forcément de réponse simple.
Mais oui, cette autre pluie, quand elle va dans les égouts, elle est foutue, quoi. Absolument. Hein. Si on peut la récupérer, le coût énergétique, par exemple, sa collecte et de son transport, je n'ai pas d'éléments très précis. Alors, juste, quand même, il se trouve qu'au sein du public, on a Antoine Neumann, et on a beaucoup parlé du PAT tout à l'heure, donc peut-être qu'on peut dire un tout petit mot de ce qui se fait à Strasbourg malgré tout, qui est déjà arrivé là. Mais on va faire les temps. Non, on va faire très vite, mais c'est compliqué de passer après Monsieur Dufumé parce que là, non, mais c'est juste pour voir les gens en fait. Mais bonjour, donc Antoine Neumann, je suis conseiller à la ville en charge des questions alimentaires et agricoles. Et justement, le premier vote de ce mandat, c'était l'état d'urgence climatique. C'était le premier vote qu'on a eu. Et dans l'état d'urgence climatique, la question des sols, de l'air, de l'eau et de ce qu'on met dans l'assiette est essentielle. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter ça, qui est sur le site de la ville et de la métropole. Donc, c'est le projet alimentaire territorial, parce que c'est assez dense, c'est assez complet, mais je voudrais juste rebondir sur un ou deux aspects qui ont été développés. Un qui est très important et qui est notre feuille de route sur la partie agricole. Je vais partir parce qu'on a parlé de ceinture verte, de plein de choses. Le plan canopé, la végétalisation des cours d'école, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, mais sur la partie agricole, il y a un levier pour nous qui est essentiel, ou une philosophie qui est, ça ne sert à rien d'invoquer des changements, d'aller pour le bio, tout ça, si les agriculteurs n'ont pas en face des revenus décents. Et notre travail depuis le début du mandat, c'est de transformer ces injonctions, disons, militantes en marché et en opportunités de rémunération et d'incitation au changement de pratique. C'est pour ça, si vous suivez un peu, qu'on a par exemple des distributions de paniers bio pour les femmes enceintes, quand on est en train de monter progressivement le bio dans les cantines et le bio local. Et là, je veux remercier parce qu'on a plein de partenaires dans la salle aussi qui travaillent avec nous là-dessus, et même la Chambre et puis le Bio Grand Est. Et donc là, on va, par exemple, la rentrée prochaine, on sera à 50% de bio dans les cantines, dans les 2 tiers de local. On fait feu de tout bois pour identifier, en fait, finalement, plein de leviers qu'on peut actionner pour protéger l'eau, en rémunérant les paysans pour les changements de pratique, les évolutions, planter des légumineuses, faire plus de rotation, tout ça. On ramène de l'argent et on se rend compte qu'en fait, une petite collectivité, parce qu'on n'est pas gros quand même, Strasbourg, c'est pas énorme, arrive à son niveau à trouver plein de leviers rémunérateurs pour les agriculteurs. C'est des choix politiques aussi, hein. C'est des fois des budgets qu'on va arrêter de dépenser ailleurs, moins de voitures de fonction pour les adjoints, des choses comme ça permet de récupérer de l'argent aussi. Et on se rend compte que nous, à notre niveau, on arrive déjà à actionner beaucoup de choses pour le territoire. Et moi, je dis toujours, qu'est-ce que ça serait si la collectivité européenne d'Alsace faisait la même chose, si la région avait quelque chose à faire de l'agriculture plus écologique et de la protection des sols et tout ça, ça serait vraiment intéressant. Donc voilà, moi, mon message, c'est qu'il faut que tous les échelons jouent leur partition et leur part du boulot. L'année prochaine, il y a les élections européennes et la PAC, justement, fait partie de la feuille de route de la prochaine mandature européenne. Donc pensez-y aussi au moment où vous croisez les candidats et candidates à l'élection. Demandez-leur, eux, ce qu'ils ont dans les cartons sur la PAC, parce que je pense que actuellement, il n'y en a pas beaucoup qui défendent une PAC respectueuse. Et quand vous parlez de 9 milliards par an, c'est pour la France. C'est juste pour la France. 9 milliards d'euros par an, qui partout, 80% vont à 20% des exploitations qui sont les plus grandes, et puis pas forcément celles qu'on a le plus envie de voir chez nous. Voilà, je ne peux pas plus long, mais en gros, projet alimentaire territorial, avec une grosse part agricole, et c'est son date. Voilà. Et un immense merci pour votre travail.